Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle étape des États généraux de Respire. Donc aujourd'hui, le groupe CARE qui est à l'honneur. On a sous l'égide de Véronique de BB1 qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est retenue par d'autres obligations personnelles. Je prends la main sur le démarrage de la visio. Donc, le groupe CARE, c'est plusieurs personnes que vous voyez à l'écran là à l'instant. Aujourd'hui, on a décidé de parler, à l'heure où tout le monde parle du carbone, de l'empreinte carbone qui est de plus en plus lourde, nous, on a décidé de parler de la biodiversité. C'est un des éléments forts du groupe CARE. Donc, vous allez avoir des intervenants qui vont s'afficher sur la visio suivante. Je vous invite à les écouter. Donc, nous avons Walter qui est ici. Bienvenue, Walter. Nous avons Aurélie qui est avec nous. Bienvenue, Aurélie. Et donc, qui va gérer après toutes les questions-réponses. Nous aurons Elsa. Et dans l'intervention sur le sujet, si besoin, on a aussi Malika et Carole qui ont travaillé sur le sujet. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, maintenant, on va pouvoir dire bonjour à nos invités et puis ensuite lancer la vidéo. Bienvenue à tous. 1 an, 12 mois et sans doute plus que nous sommes à l'arrêt total, ou en tout cas fortement réduite de notre activité et le tourisme. 1 an, 12 mois que les membres de Respire, le tourisme de demain, réfléchissent, se projettent, s'activent. Le tourisme de demain, y a donc-il eu un tourisme d'hier? Pourquoi devrait-il y avoir un monde d'avant et un monde d'après? Ne sommes-nous pas dans une continuité? Ce n'est donc pas avec le passé que nous faisons l'avenir? Justement, le groupe CARE se veut être l'acronyme de construire un avenir respectueux des environnements. De son anglicisme, CARE, prendre soin, se soucier. Les environnements ont donc été définis par les membres du groupe. Le Carbon Exit, pour les questions et solutions de décarboner nos activités touristiques. L'humain, vaste sujet, complexe, qui va de l'expérience voyageur aux relations de ces derniers avec les communautés locales, les acteurs du voyage, les rapports aux destinations, l'usage des transports. Le vivant pour les problématiques de la biodiversité, le tourisme à travers les enjeux de la préservation des biodiversités pour les acteurs touristiques, état des différents biotopes et des espèces qui y habitent et des enjeux sur ces biotopes. Aussi, au sein du groupe CARE, dans le cadre de la réflexion vivant, il nous a été important de comprendre qu'est-ce que la biodiversité, l'enjeu de sa préservation, l'impact des activités touristiques sur la préservation de la biodiversité et de ses habitants, qu'ils soient négatifs comme positifs, comment mettre l'accent sur l'impact positif et favoriser la préservation des biodiversités par nos activités touristiques. Mais dans un premier temps, savez-vous ce qu'est la biodiversité? La perte de la biodiversité, elle n'est pas récente, ce n'est pas une problématique d'une année. On ne se réveille pas le 19 mars 2020, oh mince, nous avons perdu une partie de la biodiversité du monde. Il aura quand même fallu un petit être impalpable pour qu'une prise de conscience de l'interaction grandissante de l'homme et de son environnement et les conséquences désastreuses que cela peut entraîner au non-respect des biotopes. Mais qu'est-ce que le mot biodiversité? Le mot biodiversité, en fait, c'est une contraction de biologique et diversité. C'est une notion qui est apparue dans les années 1980. Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée et qu'il y a érosion de la biodiversité? La biodiversité correspond à la diversité du vivant et se définit au niveau des écosystèmes, des espèces et de la génétique. La biodiversité se définit à 3 niveaux emboîtés. La diversité des écosystèmes, la diversité des espèces, la diversité génétique. Combien d'espèces vivent sur Terre? Tout chiffre ne peut être qu'une estimation. Cependant, un grand nombre d'espèces actuelles restent encore à découvrir. Et nous en perdons. Alors, Elsa, est-ce que tu peux maintenant nous présenter les enjeux de la préservation de la biodiversité? Oui, tout à fait, Véro. Alors, je vais commencer par un petit partage d'écran. Voilà. Donc, ce petit graphe vous montre la biodiversité en chiffres. Et vous voyez que sur les 2 millions d'espèces déjà recensées, on a 1 million d'insectes et tout le reste,
ce sont voilà, les différentes catégories d'espèces qu'on peut avoir. Donc, les modélisations des spécialistes estiment que, en fait, la Terre peut être peuplée par 11 millions d'espèces. Peut-être plus, peut-être moins. Donc ça veut dire que le travail de recensement est loin d'être terminé. Et le rythme actuel d'extinction est 100 à 1000 fois plus élevé que le taux naturel d'extinction des espèces. Ça veut dire que la moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici un siècle. Et c'est ce phénomène-là qu'on qualifie de 6e extinction de masse, la dernière en date étant celle des dinosaures il y a 65 millions d'années. Cette 6e extinction de masse, on ne la doit qu'à l'activité humaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le premier problème, c'est l'invasion massive de tous les écosystèmes naturels par l'humain. Ça fait seulement 200 ans qu'on maîtrise la technologie et pour autant, on a acquis la capacité d'envahir de manière massive et rapide l'ensemble des habitats naturels de la planète pour en exploiter toutes les ressources à très grande échelle. Ce qui fait qu'actuellement, les milieux naturels investis par l'humain couvrent plus de 100 millions de kilomètres carrés sur un total de 147 millions de terres émergées. C'est-à-dire que l'humain est présent sur plus de 65% de la totalité de la surface de la Terre. Donc, vous imaginez le poids que ça donne pour une seule espèce. Alors, dans un écosystème, chaque espèce a un rôle spécifique et des conditions d'existence bien précises. Quand on perturbe un biotope, on remet en question l'équilibre global et le fonctionnement complet de celui-ci. La résilience naturelle des espèces fait qu'un biotope qui subit des modifications dans le temps arrive à s'adapter par des phénomènes de mutation ou de migration, mais chaque espèce a son propre rythme et celles qui n'arrivent pas à suivre ce rythme sont vouées à disparaître. Le grignotage des terres sauvages, c'est un vrai enjeu de survie de la biodiversité et les spécialistes estiment que la disparition de 1% de surface de terres sauvages conduit approximativement à la disparition de 5000 espèces par an. Cette vitesse est 10 000 fois plus élevée qu'avant l'apparition de l'homme. Et il faut également prendre en compte le phénomène d'inertie qui fait que les espèces ne disparaissent pas immédiatement. Et donc, on va avoir une dette d'extinction, c'est-à-dire qu'on ne voit pas encore aujourd'hui tous les effets qu'on est en train de produire. Alors, via l'écotourisme, il est quand même possible de lutter contre ce grignotage de terres sauvages en mettant en place un système économique local qui permet d'une part de compenser les activités locales néfastes type agriculture, brûlis, braconnage, trafic, et de sensibiliser également les visiteurs, mais aussi les institutions, de manière à ce qu'on mette en place des règles pour la préservation des espèces et la gestion rationnelle des ressources. Ensuite, on a un autre problème assez majeur, c'est l'introduction d'espèces invasives. Le tourisme joue un rôle prépondérant dans cette problématique, vous l'imaginez bien, puisque quand on déplace des populations, involontairement, les gens peuvent amener des espèces invasives sans s'en rendre compte. C'est aussi vrai pour tout ce qui est transports commerciaux. Et il est très important de sensibiliser les visiteurs pour faire de la prévention. Certains pays bien isolés des routes d'échange classiques mettent déjà en place des restrictions très sévères là-dessus, avec des contrôles de biosécurité à leurs frontières pour lutter contre la destruction de leurs biotopes endémiques, donc par exemple la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors, on va vous faire un rapide état des lieux de 3 biotopes qu'on juge emblématiques pour rentrer dans un peu plus de concret. On a choisi de vous présenter d'abord les océans. Ensuite, Malika vous présentera les forêts et Annick vous présentera les déserts. Alors, sur les océans, c'est un biotope naturel remarquable. Il possède 2 caractéristiques qui le démarquent des continents, c'est la continuité et la stabilité. La biodiversité marine est le reflet de ces particularités. Donc, la biodiversité spécifique dans les océans est plus faible que celle qu'on trouve sur les continents, puisque la continuité ne favorise pas l'existence de niches écologiques. Les océans recèlent 280 000 espèces répertoriées sur les à peu près 2 millions, donc c'est assez faible. Par contre, l'océan en lui-même assure en grande partie le réglage de la machine climatique avec les courants qui distribuent la chaleur et la salinité et qui tiennent le premier rôle en tant que puits de carbone devant les forêts. Donc, l'acidification des océans est directement due au stockage de CO2 dans le milieu océanique et elle est également responsable de la baisse de pH qui accélère la dissolution des coraux. Mais l'acidification n'est pas le seul problème. On a aussi des problèmes qui ne sont pas forcément liés au tourisme pur, qui sont la surpêche, les rejets d'engrais, mais aussi les marées noires, les pollutions par les transports maritimes. Un enjeu qui est bien lié au tourisme, lui, c'est la pollution au plastique qui entraîne l'intoxication des espèces marines, mais aussi de leurs prédateurs, y compris les oiseaux marins. Donc.
On a aussi l'augmentation de la température des océans qui accélère sérieusement le blanchissement des coraux et qui modifie toutes les conditions de vie des espèces. C'est comme ça qu'on a vu la surface de la Grande Barrière se réduire de 50% ces dernières années, juste à cause des activités humaines. Donc, on comprend bien que l'impact des activités touristiques sur le milieu océanique joue un rôle très important, notamment avec les transports maritimes, la pollution au plastique, mais aussi la surfréquentation touristique des littoraux et des mers, qui occasionne la dégradation des habitats naturels associés par la bétonisation des côtes, les piétinements, la pollution, etc. Donc là encore, l'écotourisme peut jouer un rôle clé pour la protection des espèces marines, avec la création de zones protégées et la mise en place d'activités de découverte nature qui respectent les milieux. Et donc, de la même façon, on apporte plus d'argent en local que les activités destructrices. On pèse aussi politiquement sur les décisions des gouvernements en les amenant à protéger ces espaces. Et bien sûr, on sensibilise les voyageurs à l'importance de la préservation de la biodiversité. Alors Malika, est-ce que tu peux nous expliquer l'état des forêts ? Merci Elsa, bonjour tout le monde. À l'état des forêts, quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes, émanant d'un rapport 2020 de la FAO. Les forêts occupent 31% des terres émergées et abritent 80% de la biodiversité terrestre. Plus de la moitié des forêts est répartie dans seulement 5 pays, à savoir le Canada, la Chine, les États-Unis, la Russie et bien entendu le Brésil. Comme le disait Elsa, elle constitue également derrière les océans le deuxième plus grand puits de carbone de la planète. Côté humain, quelques 2,4 milliards de personnes utilisent le bois comme source d'énergie pour la cuisson des aliments. La santé et le bien-être sont également étroitement liés aux forêts puisqu'elles abritent de nombreuses espèces végétales connues pour leurs vertus médicinales. Sans parler bien entendu des effets bénéfiques que procurent sur la santé physique et mentale les balades en forêt, et également le lien spirituel qu'elles représentent pour de nombreuses cultures. Alors, la première cause de l'éradication des forêts demeure l'agriculture industrielle, principalement dédiée à la production de nourriture pour le bétail et à la culture de soja et de palme. Sachez également qu'environ 13 millions d'hectares de forêts disparaissent tous les ans, soit l'équivalent du quart de la superficie de la France. Alors, la perte de ces forêts naturelles, malheureusement, s'accélère. Sur ce dernier point, il faut savoir que les forêts replantées dans le cadre de la compensation carbone mise en avant par de nombreux acteurs touristiques, malheureusement, ne remplacent pas les forêts primaires du fait de la pauvreté de la biodiversité remise dans le cadre donc, de ces forêts replantées. Pour toutes ces raisons, les conséquences sont désastreuses et nombreuses pour la biodiversité. On peut citer pas mal d'exemples, mais déjà on peut parler de l'augmentation des gaz à émissions de serre due principalement à l'accélération des incendies, mais également à la disparition de nombreux insectes pollinisateurs, maillons essentiels de la chaîne alimentaire. Cette déforestation provoque également la modification locale du climat, l'augmentation des sécheresses, et elle aggrave malheureusement l'érosion et la pauvreté des terres agricoles. Bien entendu, on est en plein dedans en ce moment, la proximité forcée entre l'humain et les espèces sauvages conduit à la transmission de zoonoses, Covid-19, il y en a plein d'autres, dengue, chikungunya, Ebola, etc., etc. La disparition aussi de plantes médicinales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une source de principes actifs pour la fabrication de médicaments, et enfin, un désastre culturel et économique pour les communautés locales qui vivent de la forêt. Alors, nourrir l'humanité, tout en conservant, en utilisant les écosystèmes de manière durable, sont des objectifs non seulement complémentaires, mais étroitement interdépendants pour la survie de toutes les espèces, y compris la nôtre. Annick, de ton côté, que peux-tu nous dire sur l'état des déserts ? Merci Malika. Alors les déserts sont caractérisés par une pluviométrie faible et très irrégulière. Les déserts sont à la fois sable, pierre, roche, glace ou sel. Ils peuvent être très chauds ou très froids. Milieu de vie rude et souvent considérés comme inhospitaliers, les déserts sont pourtant des écosystèmes originaux très particuliers avec un cortège d'espèces uniques. La faune et la flore, rares et peu abondantes, montrent des capacités d'adaptation incroyables à ces conditions extrêmes qui peuvent nous inspirer et nous faire réfléchir sur notre avenir commun dans les futures conditions de vie de la Terre d'ici moins d'un siècle. La densité de la végétation dépend de la quantité d'eau, de la force du vent,
de la nature du sol et de la température. Seuls les milieux rocailleux hyperarides et les déserts glacés sont dépourvus de végétation. Dans les déserts moins arides, la végétation dominante est clairsemée et se compose de quelques arbustes et plantes succulentes. Ces végétaux ont développé différentes adaptations. Capacité d'emmagasiner l'eau dans leurs tissus, feuilles en épines pour se défendre contre les herbivores, feuilles dures pour résister au vent, feuilles réduites voire inexistantes pour limiter l'évaporation. Concernant la faune, la présence de grands mammifères est plutôt faible. Les chameaux et dromadaires ont su s'adapter cependant à ces climats rudes. Les ordres les plus représentés sont les arachnides, scorpions et autres insectes, les reptiles et quelques petits rongeurs aux mœurs nocturnes. Ces animaux ont recours à différents stratagèmes également pour résister aux conditions de vie difficiles du désert. Pigmentation claire, réserve de graisse, confectation d'abris souterrains et j'en passe. Certains hommes ont su aussi s'adapter à ces climats extrêmes. Le roman Dune en donne un superbe exemple. Il reste néanmoins primordial de lutter à la racine contre le processus de désertification qui, une fois entamé, est très difficile à enrayer. Cela passe notamment par la sauvegarde des forêts et la lutte active contre la dégradation des sols. Pour les activités touristiques, le désert constitue une destination encore sous-estimée qui a de nombreux adeptes parmi les explorateurs, les aventuriers, mais aussi les voyageurs en quête de sens qui viennent chercher dans la pureté du désert la déconnexion et le voyage intérieur. Saint-Exupéry et Théodore Monod y ont trouvé des trésors de sagesse que l'Occident n'exploite pas encore à fond. Le désert serait-il un réservoir d'inspiration pour les professionnels qui veulent réinventer le tourisme en lui donnant un sens? Les ingrédients y sont. Inspiration et résilience, la découverte des stratégies d'adaptation et de suivi de la biodiversité, reconnexion spirituelle à soi pour faire le point et redonner du sens à son parcours personnel, découverte culturelle, la transmission des savoirs ancestraux des populations locales, le respect des milieux et leur protection grâce au bouclier de l'écotourisme local, écologique et solidaire. Des pays proposent déjà des expériences en ce sens, l'Algérie, la Jordanie, le Maroc, l'Inde et Oman. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les déserts. Ok, merci Yannick. Alors, après ces constats, nous, on vous propose un petit résumé et surtout des pistes pour voir comment on peut agir en tant que professionnel engagé sur la préservation de la biodiversité. Alors, voici les quelques messages clés que nous aimerions vous faire passer sur la base de ces constats. Le premier, c'est vraiment prendre nos responsabilités de professionnels pour favoriser les prises de conscience et insister au changement des comportements sans culpabilisation ni moralisation. Ça, c'est le plus important. Ensuite, sensibiliser le voyageur à l'importance de la préservation de la biodiversité en insistant sur la dynamique positive qu'il peut avoir de par ses propres choix de voyageurs. Puis, bien sûr, proposer des prestations touristiques au maximum tournées vers l'éthique et l'éco-responsabilité, quitte à faire des choix assez radicaux, comme refuser de vendre certains produits dont on connaît les conséquences néfastes. Il y a aussi le fait de s'engager en faveur de la restauration des différents écosystèmes au travers de propositions d'écotourisme qui financent directement des actions locales concrètes auprès d'associations et de prestataires locaux et contribuer avec l'écotourisme au respect des objectifs internationaux qui existent et qui sont pour l'instant très mal connus sur la protection de la biodiversité, notamment la protection des zones sensibles en parcs et réserves classées et la gestion durable des ressources. L'économie circulaire aussi, qui occupe une part importante, comme on vous l'a démontré un petit peu avant. Tout ça fait partie du plan stratégique pour la biodiversité d'octobre 2010 qui a été adopté par les Nations Unies. Alors notre message à nous, finalement, c'est de s'inspirer de ces écosystèmes eux-mêmes qui sont déjà porteurs de solutions naturelles en observant les mécanismes biologiques et les stratégies collectives d'adaptation et de résilience pour pouvoir répondre aux nombreux défis du développement durable qui nous attendent. Donc Walter, bonjour et bienvenue sur notre conversation et sur notre interview pour le groupe vivant du groupe CARE pour Respire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Walter, vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur et conférencier. En 2003, vous avez cofondé Terra Eco, qui est un magazine pionnier de la transition écologique que vous avez dirigé jusqu'en 2016. Et ensuite, en 2018, vous avez cofondé l'entreprise à mission Openland, qui est une fabrique de projets évolutionnaires qui rassemble et accompagne des entrepreneurs, des artistes, des indépendants et aussi des associations qui veulent faire de la transition écologique leur métier.
Alors, vous avez également été cofondeur et administrateur du club 1% pour la planète, qui est la fondation internationale créée par le fondateur de Patagonia et qui consacre 1% de son chiffre d'affaires à la protection et à la restauration de l'environnement. Donc, vous êtes très impliqué sur cette cause-là. Et parallèlement à Openland, vous continuez d'écrire et de donner des conférences sur les thèmes du vivant et du climat. Alors, vous êtes également co-auteur du film Animal, réalisé par Cyril Dion, dont l'objectif est de sensibiliser le plus largement public sur la problématique de la disparition de masse des espèces. Alors, sachant que le projet a dû être interrompu en raison des conditions sanitaires actuelles, mais que les financements sont toujours en cours pour finaliser le film. Et surtout, ça n'a pas été interrompu, hein. Il suit son cours normalement. Il est un peu décalé pour la projection en salle, ok, mais il suit son cours normalement. C'est assez long le cinéma, mais ça suit son cours. d'accord, bon, parfait, ben, on est ravis de l'apprendre en tout cas. Moi, je vous ai personnellement découvert sur une conférence au TEDx de Nantes que vous avez tenue en octobre 2020 sur un titre qui m'a personnellement beaucoup parlé, qui s'appelle « Un peu plus que ma part ». Et où vous donnez un petit peu le fil rouge de votre vocation personnelle pour imaginer un monde non pas probable d'après la trajectoire qu'on est en train de vivre en ce moment sur, on le sait, l'évolution un petit peu problématique du réchauffement climatique et cette disparition des espèces, mais plutôt pour imaginer un monde désirable, celui dans lequel on aurait envie de vivre et qu'on aurait envie de léguer aux générations futures. Donc, vous préconisez d'être directement responsable et acteur du changement avec conscience, humilité et action comme mot d'ordre pour donner un sens nouveau à notre projet de société commun et transformer ce qui pourrait être un échec garanti en défi collectif de réparation de notre maison Terre. Alors, Walter, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur votre démarche personnelle et votre actualité professionnelle? Merci Elsa, parce que c'était déjà beaucoup et surtout c'est très, très juste. Peut-être dire que pour ce qui concerne, c'est important ce que vous venez de dire, ce qui concerne ce que nous avons devant nous, on peut, en tout cas quand on commence à se frotter à ces sujets de transition écologique, on peut rester très impressionné, voire sidéré par ce qui peut venir potentiellement. Je pense que si on parle de sidération, on se replace par exemple dans la situation du premier confinement au printemps 2020, on a tous vécu ce moment de sidération face à ce qui nous arrivait, en se disant mais c'est pas possible en fait. Hier tout était normal et puis là boum, que se passe-t-il? Eh bien, on peut se dire que notre avenir ne va être fait que de ça. Bon, déjà je vois pas trop comment émotionnellement on pourrait survivre à ce type de situation. Je vois pas comment non plus en termes de projet ce sera mobilisateur. Ça veut pas dire que les choses comme ça vont pas arriver parce que je crains malheureusement qu'elles arrivent. Et la science nous dit qu'elles vont probablement arriver. Pour autant, et même si la crise de la Covid-19 est dramatique par bien des aspects, je trouve qu'elle a aussi des vertus de nous recentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, et de nous interroger sur notre volonté d'abord, et ensuite notre capacité à relever les bons défis. Est-ce qu'aujourd'hui, notre défi, c'est d'avoir l'iPhone 18 ? Ou est-ce que notre défi, c'est, vous l'avez dit, c'est de faire en sorte que les conditions de vie sur Terre soient, je veux dire, minimales, voire satisfaisantes pour nous, nos enfants et les leurs. Et comment, une fois qu'on a accepté ce défi, comment on le relève professionnellement? Pour parler de notre cas, pas juste dire on va arrêter de faire du tourisme, ou on va arrêter de faire des films, ou on va arrêter d'être entrepreneur. Mais plutôt, comment on va faire ça en le mettant au service de quelque chose qui nous dépasse. C'est ça le un peu plus que ma part. C'est comment je fais ce que j'aime, comment je fais ce que je sais faire, avec un minimum de méthode et de conscience pour participer à relever ces défis. Voilà ce que j'ai envie peut-être d'ajouter ou de souligner au portrait que vous avez fort gentiment voulu faire. Merci beaucoup Walter, c'est vraiment un éclairage intéressant et hyper inspirant pour les professionnels du tourisme parce que je pense que beaucoup des personnes qui nous écoutent, qui vont écouter cette interview ont envie de s'impliquer dans cette démarche et peut-être manquent un petit peu d'inspiration sur le comment.
et sur la légitimité à le faire, parce qu'on n'est pas tous professionnels, on n'est pas tous naturalistes, on n'est pas tous hyper pointus sur la question de la biodiversité ou du climat, mais malgré ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde. On est tous habitants de la même terre et on a tous le droit d'être concernés par la santé de notre maison mère, en fait, hein. Donc, c'est ça qu'on a envie de faire passer. Peu importe votre niveau d'expertise, tout le monde a le droit de s'impliquer et tout le monde a même, on n'a pas envie de mettre le mot devoir, mais on aimerait que les gens endossent justement cette responsabilité comme nous on le fait. Oui, alors j'aime bien parler de responsabilité plus que de devoir, parce que la responsabilité est pour moi quelque chose de plus engageant que le devoir, qui peut être comme ça une espèce de droit divin, de morale absolue. Bon, voilà, la responsabilité, c'est on regarde les choses en face, on est un choix. professionnel du tourisme, et face à ça, effectivement, il y a des choix, des décisions à prendre. On les prend pas, ça regarde chacun, mais en tout cas, ce questionnement, lui, me semble-t-il, doit avoir lieu. On doit pouvoir se questionner et ensuite prendre ses décisions. Et sur ce que vous dites, pour ce qui relève de l'expertise, de la compétence, de la légitimité, je pense que la plupart des professionnels du tourisme que vous êtes seraient capables de dire qu'il y a bien eu un jour dans leur vie où ils n'y connaissaient rien dans le tourisme. Donc tout s'apprend. Et c'est ça, en fait, les situations ne sont pas figées, on raisonne beaucoup trop en situation figée, binaire. Je sais pas, il y a une solution, il n'y en a pas, c'est dur, c'est compliqué. Bah, c'est peut-être un peu tout ça à la fois. Et donc, à nous de chercher le chemin là-dedans. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font à petite échelle. Il commence à y avoir des choses qui se font à moyenne échelle. On manque aujourd'hui de choses qui se font à grande échelle ou qui se systématisent. Mais parce qu'on est dans un process long, qui est culturel, qui est humain, qui est organisationnel, qui est systémique. Et ça se fait pas en 2 jours. Donc, j'ai appris avec le temps à être patient et à accepter que quand on plante un arbre, il met du temps à s'élever et à aller à maturité. Et peut-être qu'un jour, on ne les verra jamais, ces arbres à maturité. En revanche, ceux qui les verront pourront dire qu'il y a eu des audacieux qui ont décidé de planter des graines. C'est une très belle image, ça. Alors justement, à propos de graines et de vision long terme, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu, vous, quelle est votre vision d'une démarche porteuse de sens qui puisse être intégrée et complète quand on est un professionnel du tourisme, sur l'aspect du comment? Quels sont les leviers à considérer dans le cadre de cette démarche-là? La première démarche, c'est la question de la conscience. Et donc, pour aller avec la conscience, c'est du diagnostic. C'est où j'en suis aujourd'hui, sans jugement. Typiquement, et c'est ce qu'on fait, nous, dans les cas entrepreneuriaux, et les méthodos qu'on apporte, c'est quelle est l'empreinte de mon système, petit, moyen, grand, peu importe. Donc, ce système économique que je porte, auquel je contribue, qui me fait vivre, qui peut s'appeler une entreprise, qui peut s'appeler un syndicat professionnel, qui peut s'appeler voilà, un écosystème professionnel, peu importe, mais quelle est son empreinte? Et notamment, si on veut traiter rigoureusement la question écologique, sur 4 éléments, et qui vous touchent dans le tourisme très particulièrement, il y a la question du climat, et donc des émissions de gaz à effet de serre, donc des énergies fossiles, et notamment du transport. Pas que ça, hein, je simplifie un peu, mais voilà, premier point. Deuxième point, la question des ressources renouvelables ou non, et des ressources non renouvelables, et donc derrière, de la circularité des modèles. Il y a la question du vivant. Quand on fait du tourisme, on est en interaction avec des espaces naturels, qui ne sont pas des espaces naturels d'ailleurs, qui ne sont pas un environnement. Le vivant, c'est quelque chose de complexe et qui est interpénétré. Nous, les humains, nous sommes pris dans le tissu du vivant. On n'est pas à côté ou au-dessus ou je ne sais pas où. On en fait partie. Donc le vivant, la biodiversité, les animaux, les forêts, les lacs, les rivières, les montagnes, tout ça, ça fait partie. Enfin, en tout cas, ils portent le vivant. Donc ça, c'est le troisième point qui est fondamental. Et puis, quatrième point qu'il ne faut pas occulter non plus, c'est la question humaine. C'est parce qu'on parle de nos enfants et on parle de l'intergénérationnel. C'est comment je mets du temps long dans le temps court, comment je mets du futur dans le présent, mais comment j'opère aussi à des échelles géographiques où il
ben, je vais prendre en considération les communautés des territoires dans lesquels j'opère. Si je fais du tourisme de luxe, c'est bien joli de faire un très bel accueil et d'être haut de gamme dans la prestation, mais si c'est fait au prix d'une souffrance sociale des collaborateurs, des collaboratrices ou de leur famille, ou si on n'est pas, en tout cas, si on pense être hors sol tout en étant dans un territoire qui souffre, on n'est pas très loin, je suis désolé de le poser de manière aussi brutale, des pétroliers qui exploitent dans le delta du Niger sans se soucier réellement du destin des populations locales qui sont impactées par l'industrie du pétrole positivement et négativement, et souvent très négativement d'ailleurs. Donc la responsabilité se joue sur ces 4 sujets de l'empreinte. Voilà, commencer par un diagnostic de où j'en suis, puis après essayer de projeter en disant à partir de là, à quoi j'aimerais participer dans 5 ans, dans 10 ans. C'est se projeter, vous l'avez dit, un futur qui soit désirable pour pouvoir, et après il y a des méthodes pour ça, pour pouvoir tracer un chemin entre aujourd'hui et demain. Mais déjà commencer par regarder aujourd'hui les yeux dans les yeux. Merci Walter. Vous disiez justement se projeter dans un avenir désirable. Que pourriez-vous conseiller juste aux professionnels du tourisme, surtout de taille PME, TPE, qui souhaiteraient s'engager dans une vraie démarche justement pour la préservation de la biodiversité et pour donner un maximum de sens et d'efficience à son échelle? Prendre acte du fait que personne ne vous demande d'arrêter de faire du tourisme. C'est pas ça qu'on demande. Et donc, par rapport à ça, peut-être prendre le temps de la prise de hauteur en disant, finalement, c'est quoi mon métier? À quoi est-ce qu'il sert? Qu'est-ce que j'apporte aux gens? Et ensuite, sur ce fondement, pardon, qui est votre why, en fait, votre pourquoi en 2 mots, à quoi est-ce que je sers? Vous allez redescendre dans le comment et dans le quoi, pas être trop vite dans le quoi et dans la technique, parce que le problème, c'est que la technique, très vite, on va se heurter à notre réalité d'aujourd'hui, et cette réalité nous emprisonne, elle nous fait voir plus de freins que de leviers. Donc pour ça, il faut s'extraire et passer un petit peu sur le pourquoi. Donc qu'est-ce que j'apporte fondamentalement? C'est quoi le tourisme? Moi, je vais y mettre quelques mots qui sont les miens, et qui ne sont pas forcément ceux de tous, mais c'est pour illustrer ce que je dis. Moi, je vais y mettre la rencontre, je vais y mettre l'expérience, j'y mets personnellement de plus en plus, et je crois que c'est une valeur montante et qui n'a pas fini de monter, c'est justement cette relation avec la nature, cette relation puissante et respectueuse avec la nature, cette relation d'humilité et de découverte. Et alors là, vous avez un capital qui est incommensurable. Et dès que vous ouvrez les chakras, en fait, vous vous apercevez que dans le comment, vous avez un champ des possibles qui est aujourd'hui totalement inexploré ou très peu exploré, qui est riche, même dans du tourisme local, même sur des boucles locales. Et donc, on peut réinventer ou imaginer qu'on va réinventer totalement le tourisme. Il y a des opérateurs, je pense à Chiloé en France, qui tentent des trucs sur le micro-tourisme ou la micro-expérience. On cite plein de cas comme ça, et qui font que peut-être, pour les touristes du monde entier, on sera plutôt dans une expérience plus proche. Avec le train, on peut quand même aller assez loin en Europe, surtout si les lignes de nuit, lignes de train de nuit, on n'a qu'à... Voilà, en fait, d'ailleurs, qu'on se dit comment je vais faire, mais tiens, comment est-ce qu'on va réenchanter le train de nuit, par exemple? On a bien, je sais pas, réenchanté le téléphone, on a bien réenchanté des tas de trucs. Pourquoi pas ça? Et si c'est possible, alors peut-être il faudra un peu plus de temps, que le voyage sera structuré différemment, que le grand voyage il sera plus épisodique, mais qu'on sera aussi un peu moins dans la bougeotte. Voilà. Et que ces temps où on est moins dans la bougeotte, passer notre temps dans des aéroports, on fera aussi du tourisme, mais du tourisme plus local, parce que ce sera plus simple sur des boucles plus courtes. Et donc pour tout ça, il y aura de la place pour des activités, et je pense d'autant plus pour des TPE. Ce sera beaucoup plus dur pour des grands groupes, mais des TPE et des PME vont aussi pouvoir se réinventer, venir proposer à des gros opérateurs qui sont en manque d'idées, de tenter des choses, d'innover. Voilà, donc je partirai vraiment du pourquoi d'abord, pour ouvrir l'éventail du comment, là, travailler un peu sur l'innovation, le faire en groupe, en pair à pair, avec un peu d'expertise qui permet
de garder la bonne tenue des discussions, des conversations et des objectifs. Et puis ensuite, on redescend dans concrètement, on fait quoi? Et là, on teste, voilà, sur des méthodes agiles, un peu inspirées du lean management, où on va faire plutôt très peu, des choses très fines, tester très vite, s'appuyer sur les bases de données, travailler sur interroger les clients, les mettre en situation, et voir ce qu'il y a de nouveau, parce que les gens, ils attendent aussi des choses nouvelles, hein. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, prendre l'avion comme ça, est-ce que j'en ai un peu envie parce que c'est l'exhaustisme, donc ça va rester, ça, je pense. Mais peut-être que si c'est moins souvent, c'est pas si grave. Mais qu'est-ce qu'on va me proposer sur le plan expérientiel qui va me faire vibrer? Puis peut-être Alors demain. justement, Walter, Oui. vos interventions justement par rapport à ces préconisations sont très très intéressantes et je pense que ça va donner des vraies pistes effectivement à tous les professionnels du tourisme qui encore une fois écouteront et verront cette interview. Justement, vous, parmi ces préconisations, en tant que voyageur citoyen engagé et entrepreneur militant, de quelle manière souhaiteriez-vous revoyager demain pour pouvoir directement contribuer à la protection des milieux naturels et des espèces? Les choses que je vais vous dire sont un peu intuitives parce qu'elles sont. Moi, je ne me positionne pas du tout ici comme expert du tourisme, ce que je ne suis pas. En revanche, avec mes camarades de jeu d'Openland ou autres, plutôt une expertise sur le cadre qu'on peut poser pour ensuite aborder la thématique sectorielle et faire émerger des solutions. Et donc ça, en partant de ce cadre que j'évoquais tout à l'heure, qui est de quand même prendre un minimum de hauteur, faire ce pas de côté avant d'aller trop vite dans la technique, moi, ce que ça m'inspire que ce dont ont envie les gens, c'est d'être dans l'expérience. Ils ont envie parfois d'être dans le fun, parfois d'être dans du sens, parfois d'être... Et je crois qu'autour de la collaboration avec le vivant, il y a pas mal de choses à inventer, y compris, pourquoi pas, de faire des touristes ou de refaire des touristes des acteurs des territoires où ils mettent les pieds, que ce soit à côté de chez eux ou à l'autre bout du monde. Comment vous pouvez créer des expériences qui vont les impliquer? Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les faire bosser comme on fait dans le congé solidaire, mais à la limite, pourquoi pas? On pourrait avoir non plus un congé solidaire, mais un congé biodiversité. Voilà, il y a un chantier biodiversité, il y a un enjeu de régénération d'un écosystème. Est-ce que vous n'avez pas envie de participer au truc? Bon, voilà. Ou en tout cas, faire que leur chemin expérientiel va croiser ça. C'est-à-dire, vous, votre mission, elle peut aussi être dire, bon, notre métier, c'est qu'ils passent un bon moment parce qu'ils ont un besoin de respiration, c'est des temps de vacances ou des temps de week-end, peu importe. Mais dans ces temps-là, on va amener une expérience qui fait qu'on va les élever aussi, on va en faire un peu des citoyens nouveaux du monde, plus impliqués, moins consommateurs de lieux, moins consommateurs de territoire, moins consommateurs d'expérience, mais plus acteurs. Voilà. Tisser des liens peut-être plus durables aussi, voir comment l'économie les associer à l'économie que vous créez localement. Donc montrer où sont les flux, les circuits. C'est déjà fait en partie dans certaines expériences aujourd'hui, donc là je ne veux pas réinventer la roue, mais le mettre davantage en valeur et montrer en quoi, quand ils viennent quelque part dans des circonstances qui ne sont pas uniquement des circonstances d'urgence ou de pure consommation, mais d'implication, ça va avoir un impact sur le territoire, ça va avoir un impact sur les gens, ça va avoir un impact sur la biodiversité. Et donc, vous, justement, est-ce que vous avez dans ce sens, un rêve de voyage dans un territoire ou un milieu naturel mythique qui soit vraiment emblématique de cette question? C'est la dernière question, justement, de notre interview. J'en ai deux, en fait. Dans le film Animal qu'a réalisé Cyril Dion et avec qui j'ai participé à l'écriture, il y a toute une scène qui se déroule au Costa Rica. Et je trouve que c'est un pays c'est sûrement pas parfait, mais qui a vraiment réfléchi à ce que c'est la relation touristique avec le vivant. C'est un pays qui a relevé le défi
de la régénération de ces forêts de manière assez magistrale. C'est pas parfait, mais c'est quand même, parce que là, c'est à des échelles très, très, très costaudes. Donc, moi, j'ai un truc qui est de me dire, OK, je vais peut-être réduire mon budget carbone et donc voyager beaucoup moins quand il s'agit d'aller loin dans les années qui viennent. Et même si mes enfants me le demandent parfois, leur expliquer pourquoi on le fait moins, mais je comprends qu'ils aient envie de le faire. Par contre, faire vraiment des voyages qui aient beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Et le Costa Rica en fait partie. Une marche, je pense à ça parce que j'ai eu l'occasion de le faire, une marche dans le désert marocain avec mes enfants, ça a beaucoup de sens aussi parce qu'on est en contact avec les éléments, on est en situation d'autonomie, ça pose plein de questions, c'est riche d'expériences, il n'y a pas trop de monde. Bon, voilà. Donc moi, pour ce qui est du lointain, c'est plutôt ça qui m'attire, plutôt que cette scène horrible que j'ai vécue il y a fort longtemps maintenant, au Mexique, à Chichen Itza, où on débarque et c'est la meute, quoi. Et c'est horrible. Enfin, je vois pas comment. Enfin, bon, moi en tout cas, je vois pas comment on peut tirer du plaisir de ce type d'expérience. Et puis pour ce qui est du cours, je me dis, mais justement, qu'est-ce que vous avez à moi à m'apporter comme offre très concrète qui va me dire à un moment donné, ah mais c'est trop bien votre truc, parce que j'ai envie d'embarquer mes enfants dans cette relation au vivant, en montagne, à la mer, à la campagne, peu importe, on s'en fout. Mais j'ai besoin qu'on m'aide, quoi. Même si je connais hyper bien ces sujets, dans l'acte du week-end ou du séjour ou du tourisme en tant que tel, j'ai besoin qu'on m'aide. Alors justement, Walter, à ce propos, il y a déjà des voyagistes qui proposent d'aller rencontrer l'animal dans son milieu naturel. Et moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience à titre de voyageuse, d'aller rencontrer les animaux dans leur milieu, d'aller dans des réserves particulières et d'aller faire des treks dans la forêt. Il n'y a rien de mieux que d'approcher le milieu à pied, hein, sans aucun engin motorisé, vraiment comme on est, comme un animal qu'on est, hein, finalement, et d'aller se confronter vraiment à la faune sauvage en la respectant. Il ne s'agit pas d'aller faire des selfies avec les animaux, hein, c'est pas du tout le but. Et quand on va approcher les animaux dans leur milieu et qu'on s'invite quelque part dans leur milieu et qu'ils nous acceptent, parce que il y a toujours une question d'acceptation. Ils se montrent ou ils se montrent pas, c'est pas sur commande. Ils font ce qu'ils veulent. Et parfois ils sont agressifs parce qu'ils estiment que vous avez rien à faire là. Et là, on reprend notre vraie place d'humain, qui est en fait juste un animal de l'écosystème, un seul animal de l'écosystème. Et on revient à ces qualités d'humilité et d'acteur de notre planète Terre, en fait. Et ça, pour moi, cette expérience-là, elle a été très, très puissante, très marquante. 3 secondes d'entrevue avec un animal droit dans les yeux, ça vaut 10 000 discours ou 1000 articles sur Internet. C'est vraiment très, très puissant comme expérience. Ça nous ramène à une compréhension très instinctive de notre rôle, en fait, la responsabilité qu'on devrait choisir de porter pour protéger ces espèces-là et restaurer un équilibre qui n'aurait pas dû être mis à mal aussi loin, quoi. Oui, là, vous parlez de vivre ce qu'est le sauvage dans notre propre peau. Moi, ça me renvoie à cet auteur, Baptiste Morisot, qui parle d'entrer en diplomatie avec les animaux sauvages. Donc, Oui. et donc, on avance à pas feutrer. Et effectivement, on n'arrive pas avec un moteur, sinon ça va pas marcher. Mais ça pose une question aux acteurs du tourisme derrière, qui est en quoi ça, c'est conciliable avec l'industrie de masse touristique? Et la réponse, et là elle est dure, c'est que c'est pas possible. Mais oui, mais je suis bien d'accord. Et donc, ce qui veut dire que ça ne peut rester que, et d'ailleurs vous le décrivez très bien, finalement, des petits moments d'une vie. Ça peut pas être tout le temps. En tout cas, si on dit après, donc là il y a des contradictions à résoudre qui sont sûrement très compliquées à résoudre. Et c'est pour ça que je vois aussi qu'il y a des choses. Moi, je suis pas un geek, mais je pense que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, elle peut, dire presque dans le dernier kilomètre, ou dans certaines circonstances, ou quand il faut protéger un espace, et on l'a très bien vu aussi en France avec la grotte de Lascaux, où sans perdre d'expérience, on recrée quelque chose. Voilà, il peut y avoir, à certaines conditions, pour ne pas faire non plus du numérique irresponsable, mais quelque chose qui dit, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que là, on considère que c'est un capital naturel qui est trop fragile. Par contre, on va vous donner une alternative pour le vivre. Oui. Et
Donc, vous allez vivre le truc, ce qui est sympa en plus, l'immersion, parfois, ça fonctionne vraiment bien. Et puis en même temps, on va vous faire prendre conscience de, ben voilà, là, avant c'était possible, mais maintenant c'est fini. Tout à fait. Donc en fait, le mot de la fin, ça va être, en fait, on ne peut plus vivre comme avant. Il y a vraiment des prises de conscience à avoir sur un changement de paradigme qui ne veut pas forcément être douloureux, qui peut être assumé, bien vécu et qui nous emmène vers des expériences nouvelles, en fait, à faire. Oui, c'est très important. Ça n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'un chapitre. Et c'est donc le début d'une autre histoire qui est à écrire. Et c'est ce qui est aussi passionnant. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste, je suis enthousiaste. Du coup, quelle intervention, franchement, voilà, c'était pour certains d'entre nous, je pense, qui sont déjà au fait de tout ça, un focus sur une réalité, je ne veux pas dire une réalité augmentée, mais une réalité qui est bien là quand même. Merci Walter. Merci les filles de vos questions. Je vais passer la main à Elsa pour qu'elle puisse gérer la suite du déroulé de cette visio et puis poser les questions qui ont été posées entre deux. À vous les filles. Merci beaucoup Nathalie pour l'intro. Alors, effectivement, merci Walter pour toutes ces inspirations effectivement, qui me paraissent vraiment… On a eu en 40 minutes une espèce de quintessence là, qui est hyper intéressante et qui va bien au-delà du vivant, finalement, tout est interconnecté. Annick nous dit sur le chat, effectivement, c'est en écho avec ce qu'on dit sur pas mal de webinaires des États généraux du tourisme, notamment sur la problématique du tourisme de masse. Et moi, le mot que je retiens là, c'est vraiment, on vient de terminer un chapitre, les événements nous poussent à aller écrire le chapitre suivant. C'est une crise, ok, mais crise, dans le mot crise, il y a danger, on l'a bien compris, on le vit, on le traverse, on se fait traverser par ces émotions-là. Il y a aussi opportunité. Et certains d'entre nous ont déjà commencé à le vivre aussi, ça. Et c'est ça qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, Carole nous a posé une question sur le chat. Comment peut-on concilier la proximité avec l'animal, qui est source de plaisir et d'émotion, et son respect? Alors, je donne la parole aux intervenants. Aurélie, tu veux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, donc en fait, la proximité, en effet, ce n'est pas la proximité qu'il faut rechercher. Je dirais que c'est surtout pas bien entendu le fait de toucher, parce que souvent on me pose la question. Ça doit rester en fait un privilège, ça doit passer par même ne serait-ce que même l'ouïe, même pas forcément la vue. C'est important les 5 sens. Ça peut passer par des odeurs. Voilà, c'est important en fait que la rencontre, elle passe par autre chose que ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire toujours être dans le toucher, le fait de voir, etc. Voilà, ça doit rester en fait, la rencontre avec l'animal, elle doit être un privilège. Voilà, moi je pense qu'il faut la vivre comme ça. Et c'est pour ça qu'en effet, moi je pense comme Walter que c'est totalement incompatible avec le tourisme de masse. C'est clair. Ok. Dû à la question. Alors, oui, je pense. Alors moi, je rajouterais vraiment au titre de mon expérience personnelle, que effectivement le plaisir et l'émotion, l'émotion suffit au plaisir pour moi en tout cas. Le simple fait, pas forcément de voir l'animal, de sentir sa présence, de savoir qu'il est là, peut-être éventuellement sentir son odeur ou l'entendre. Souvent on l'entend avant de le voir. On le voit indistinctement et assez souvent on l'entend. C'est déjà énorme comme contact, c'est déjà très puissant. Évidemment, le voir et être en face, c'est exceptionnel, mais ça reste un privilège. C'est un énorme cadeau de la vie. Et rien qu'une expérience comme ça vaut le voyage. Pour moi, c'est comme une récompense. Alors, Walter, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu vois ça? Alors, pardon, parce que j'ai eu un moment de déconnexion. Ma connexion est un peu instable. J'ai entendu le début de la réponse précédente. J'ai besoin qu'on me repose la question un peu plus précisément. Je suis désolé, Elsa. Non, il n'y a pas de souci. Alors, la question, c'était comment peut-on concilier la proximité avec l'animal, qui est source de plaisir,
et son plein respect. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de vouloir se jeter sur l'animal un peu comme on le ferait avec une peluche. Comment on peut éduquer les gens à ça? Je pense que dans ce que disait Aurélie, effectivement, il y a un très bon début de réponse. C'est aussi un travail sur nous, hein. Il y a un enjeu considérable d'éducation de ce que c'est que notre place d'humain parmi le vivant. Je suis pas sûr que tout le monde serait super OK avec l'idée qu'un ours, une girafe ou un éléphant débarque dans votre salle de bain le matin quand vous prenez votre douche. Ça peut paraître un peu provoque ce que je dis, mais en gros, c'est l'inverse, malheureusement, dans notre état d'esprit général, ne nous pose pas de problème. Voilà. Et en fait, ça devrait nous en poser. Enfin, en tout cas, ça devrait nous poser question. Donc, d'une manière générale, avec la question de l'animal comme avec la question du vivant, je pense qu'il y a un enjeu stratégique d'éducation. Je me désespère toujours pour ce qui est de mon cas, et un peu celui de personnes que je connais, y compris des petites têtes blondes, de voir qu'on est capable parfois de citer les marques de voitures dans une rue, dans une ville, de manière assez facile, ou les marques de fringues, ou ce que vous voulez, mais je provoque et je mets des guillemets, les marques des arbres, on ne les connaît pas. On ne les a jamais apprises, ou pas assez, ou très peu, ou à la marge. Donc, je pense que si on avait déjà au sein des programmes de l'éducation nationale et tout au long de la vie d'enfants, un programme robuste d'éducation à la biodiversité sous toutes ses formes et de connaissance de la biodiversité, bien déjà, quand on serait en situation de tourisme, on n'aurait pas du tout les mêmes yeux, le même regard, je pense, posé sur ce qui se passe. On serait beaucoup plus précautionneux. On s'émerveillerait de tas de choses beaucoup plus proches de nous, peut-être un peu moins exotiques parfois. Alors, je sais que ce que je dis là, ça peut paraître un peu yaka faucon. J'en ai parfaitement conscience. Bon, on travaille sur le long terme, hein. Là, c'est un sujet long terme, à mon avis, qui est de remettre ces sujets au cœur de l'éducation. Alors, éducation tout au long de la vie, je vois effectivement Carole qui l'évoque, y compris en situation professionnelle, parce qu'on est, et pas forcément que dans des logiques touristiques. Quand on est dans une industrie, c'est quoi le lien de cette industrie avec la biodiversité? C'est quoi le lien avec... voilà, quelque part, on rencontre forcément une forêt et ses habitants, et donc des animaux, y compris des animaux sauvages, évidemment. Donc voilà, pour moi, c'est une affaire d'éducation. Puis dans l'acte touristique, c'est aux opérateurs aussi, peut-être, de construire des offres qui vont intégrer de manière native cet enjeu, en expliquant pourquoi on fonctionne comme ci et pas comme ça, ou pourquoi on fonctionne plus comme ça. Tiens, pourquoi est-ce que on vous propose telle expérience? J'évoquais tout à l'heure ce dernier kilomètre dans lequel il pourrait y avoir à un certain moment une expérience physique, hein. Donc on va à pied, sans moteur, jusqu'à un certain point, puis à un certain point on s'arrête. Effectivement, comme disait Aurélie, on va mobiliser l'ouïe, on va mobiliser autre chose, et peut-être un peu de réalité virtuelle de façon soft. Je ne sais pas, je réfléchis un peu à haute voix là avec vous, mais... Alors, Walter, si je peux compléter, c'est exactement ça. Tu parlais d'éducation. En fait, la sensibilisation, elle passe par l'éducation. Alors, on parle d'éducation quand on parle d'enfants, donc tu as raison de parler de l'éducation. Nous, en tout cas, là où on peut agir en tant que professionnel, tout à fait, c'est de développer notre propre expertise là-dessus. Alors, je ne dis pas qu'il faut, bien sûr, on ne va pas faire des formations de guide naturaliste, hein, comme disait Elsa tout à l'heure, mais en tout cas, on peut quand même avoir quelques notions. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en partageant voilà, tout ça avec vous. Et c'est vraiment important voilà, de développer son expertise pour justement sensibiliser au mieux ses clients, mais même ne serait-ce que pour bien faire son travail, parce que forcément, si on confond un jaguar avec un guépard, enfin voilà, ne serait-ce que déjà pour bien faire son travail, mais d'aller encore plus loin dans justement les dérives qui sont faites aujourd'hui, et donc apporter du coup des solutions en sensibilisant les gens. Et puis même dans notre manière au quotidien de travailler dans l'agence, hein, c'est pas pour rien qu'on parle de RSE aujourd'hui. Il faut être totalement cohérent. On ne peut pas demander à nos touristes, enfin à nos clients, donc les touristes plus tard, de bien faire les choses si nous-mêmes on n'intervient pas bien au sein de notre propre agence, dans nos propres bureaux en fait aussi au quotidien. En fait moi j'ai envie de parler de cohérence, voilà aussi. Ok.
Alors justement, on a une question dans le chat qui parle de sensibilisation. Comment on sensibilise sans moraliser? C'est toute la difficulté, hein, finalement. Qu'est-ce qui est à la portée des professionnels du tourisme pour sensibiliser, amener les personnes sur ces terrains-là, sans passer par des « il faut »,« tu dois »,« on aimerait bien que », susciter un mouvement qui part de l'intérieur, finalement? Je trouve qu'il y a un enjeu de prototypage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un public qui est probablement mûr pour tester des choses nouvelles. Vous avez dans l'industrie du numérique, vous avez dans l'industrie du e-learning, vous avez dans l'industrie du cinéma, vous avez dans plein de processus autour de l'intelligence collective, autour du lean management, des outils, des méthodos qui peuvent permettre de créer ou de tester en tout cas de nouveaux produits ou services avec une communauté qui est prête, elle, justement, à jouer le rôle de pionnier. J'ai vu aussi la question de Malik sur l'élitisme. Pour moi, ce n'est pas une question d'élitisme, c'est plutôt une question d'ouvrir la voie. Il y a des gens qui sont faits pour ouvrir la voie, et il y a des gens qui ont besoin de sécurité, qui seront plutôt faits pour être dans les wagons que dans la loco. C'est comme ça. Et donc, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans la loco, c'est des élites. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. C'est un état d'esprit qui est un peu différent. Et je pense qu'en termes de tourisme, on a une appétence qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Pour ce qui est de la loco, mobiliser ces outils qui existent pour générer de nouvelles idées, de nouveaux produits ou services, je réfléchis à haute voix, je fais partie de ces personnes et je connais pas mal de personnes à qui, si on proposait un système d'abonnement qui permette d'abord, j'ai évoqué tout à l'heure, des boucles locales près de chez soi ou pas trop loin, en tout cas accessibles en train, à avoir des expériences qui sont des vraies expériences de vie, de vraies expériences touristiques, où on va me faire, je sais pas, monter en connaissances, en compétences, en expérience, sur ma relation vivant, que ce soit le végétal, que ce soit l'animal ou autre, parce qu'on va m'envoyer dans un parc ornithologique, parce qu'on va m'envoyer dans une montagne, parce que je vais aller peut-être observer comment dire, la migration des grands oiseaux, parce que je vais à un moment donné être dans un écosystème qui est un marais, voilà, dans lequel il y a plein de choses à découvrir, et peut-être sur un mode jeu de piste, en mêlant de la préparation et de l'immersion, et que petit à petit, je vais monter en grade, et qu'au bout d'un certain grade, on me dira, bah, maintenant, voilà, tu es prêt pour... Enfin, tu vois, je réfléchis à haute voix, mais je suis sûr qu'il y a plein d'expériences ou plein d'idées qu'on peut reprendre, notamment de l'industrie du numérique, qui est extrêmement créative, et les adapter à des expériences mixtes, présentielles et distancielles. Et après tout, on reçoit bien maintenant une box tous les mois, on peut s'abonner à une box tous les mois qui nous envoie, je sais pas, la recette de cuisine bidule, ou les graines à planter machin, ou la fringue en circuit court recyclable que je renvoie après utilisation. Il y a plein d'industries qui font ça et qui testent ça. Pourquoi pas l'industrie du tourisme? Je vais compléter, alors, je vais essayer de répondre à la question aussi. Comment sensibiliser? Alors moi, je pense que ça passe par 4 vecteurs, dont 3 qu'on maîtrise totalement. Il faut juste les revoir. La première, c'est le ciblage. On a tous appris, on a tous fait voilà, des écoles de tourisme, etc. On le fait dans notre quotidien, d'apprendre à cibler notre client en face de nous, son budget, ce qu'il a envie de faire, etc. En fait, il y a un ciblage qu'il va falloir qu'on intègre en plus. C'est son degré, le curseur qu'il place par rapport à sa sensibilisation écologique. Parce qu'on ne va pas parler justement de la même manière, je pense, selon justement le profil qu'on a en face. On le fait déjà pour d'autres critères, et ce critère-là, il va falloir qu'on l'intègre. Donc ça, on sait déjà le faire. La deuxième chose, en fait, c'est expliquer. Moi, je pense que la plupart des gens, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si on me dit juste non, il ne faut pas faire ça, je vais le faire. Hein. Si vous ne m'expliquez pas pourquoi, je vais le faire quand même. Donc déjà, il faut expliquer pourquoi on va proposer ça, pourquoi on fait comme ci et pas ça. Voilà, donc ça, c'est très important, expliquer. Donc ça, je pense que pareil, on a déjà l'habitude de le faire. Pourquoi on propose tel circuit et pas un autre à tel client? Donc ça aussi, on sait faire, en fait, on sait faire. Le troisième, c'est les conseils.
Les conseils, donc justement, on a dit pourquoi on ne proposait pas ça, on va conseiller pourquoi on propose ça, donc ça aussi, on sait le faire. Et le quatrième, en fait, c'est proposer. Et c'est là-dessus qu'il va falloir se réinventer. Walter, tout à l'heure, parlait de réinventer le tourisme, et c'est là-dessus qu'il va falloir en fait qu'on travaille le plus, c'est réinventer nos productions, enfin ce qu'on propose en termes d'excursions, en termes d'hôtellerie, en termes d'activités, en termes, pourquoi pas, de partenaires aussi, remettre en cause les partenaires avec qui on travaille, pour encore une fois rester cohérent, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, moi je pense qu'en fait la sensibilisation, elle passe par ces 4 critères. Et encore une fois, je suis très optimiste parce que les 3 premiers critères, on les connaît et on sait faire. Voilà, donc je suis très positive. Ok. Alors, on a eu une remarque de Christophe dans le chat que je trouve assez pertinente. Finalement, c'est vraiment un retour à soi, hein. Ça va dans le sens du retour à soi, c'est inviter les voyageurs à retrouver un regard d'enfant. Plutôt que d'être dans des exigences et dans de la consommation, vraiment les rappeler, appuyer sur les boutons qui réenchantent l'expérience. Mais le réenchantement, il vient de l'intérieur finalement. Il y a un film magnifique qui va sortir prochainement qui s'appelle Naïs au pays du loup, qui est fait par Rémi Masseglia du Mercantour et qui justement parle du regard de sa fille sur le loup, le grand méchant loup. Voilà, ça correspond exactement à ce que dit Christophe. Elle n'a aucun a priori sur le loup. Et voilà, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vraiment vivement. Excusez-moi. Voilà. Ok. Alors justement, on a Nathalie qui évoque un sujet qui me paraît intéressant. Comment nous, professionnels du tourisme, on peut être source d'inspiration pour nos voyageurs? Comment on fait concrètement? On est une agence, on est distributeur. Bon, quand on est producteur, c'est peut-être plus facile. Mais quand on est distributeur, comment on inspire les clients et comment on leur donne cette petite étincelle, justement? Comment on les ramène vers le réenchantement? Oui, je peux. L'expérience que nous avons à Openland de l'innovation sur ces sujets, où on est parfois en exploration, c'est la création de coalitions, c'est-à-dire de ne pas siloter. Là, Elsa, tu évoques finalement différents acteurs que sont les opérateurs, les distributeurs, les producteurs, enfin voilà. Je pense qu'à un moment donné, il y a besoin d'être en co-création avec une communauté de clients. Alors, communauté qu'il faut constituer, qu'il faut cibler, qu'il faut... voilà, qui trop embrasse mal étreint, donc il faut faire attention. Mais le travail au plus près de ces clients, en leur posant un cadre, qui est un cadre nouveau, puisque si vous posez le cadre d'avant, ils vont vous faire les réponses d'avant, mais les amener à être acteurs de ce cadre pour explorer avec eux, dans ce nouveau cadre et en fonction de leurs envies et de leurs besoins, quelles pourraient être les formes pertinentes à creuser. En mode test and learn, enfin apprendre et tester et apprendre pour parler québécois. Mais voilà, et pour ça, il y a besoin qu'une partie de la chaîne de valeur touristique soit quand même rassemblée autour. Sinon, vous allez faire des trucs fragmentés, ça va être compliqué. Vous manquerez de certains paramètres qui peuvent être assez vitaux pour réussir l'expérience. Et à partir de là, me semble-t-il, on peut faire émerger des produits ou services à prototyper, à tester, ou à abandonner très vite si on voit que ça ne marche pas, que c'est une mauvaise piste, mais en partant d'une posture qui est une posture à la fois très créative et entrepreneuriale, mais très humble sur le mode « je ne sais pas ». C'est-à-dire, on ne sait pas. On a connaissance du cadre dans lequel il va falloir opérer. En revanche, on s'oblige à ne pas avoir la réponse sur la manière dont on va opérer. Parce que c'est précisément ce qu'on cherche. Donc, si on pose la réponse avant d'avoir cherché, il va y avoir un biais. Et ce biais, il peut mettre... Voilà. Donc, ces postures sont essentielles. Et avoir confiance dans le fait qu'il n'y a pas de fatalité et que si le cadre change, dans ce nouveau cadre, on trouvera de nouvelles choses.
parce que vous êtes créatif, parce que vous connaissez bien vos métiers, parce que vous avez une bonne expérience, vous avez des données, vous avez des retours d'expérience. Voilà, je serais plus, moi j'amènerais en tout cas une réflexion vraiment sur la méthode de travail pour explorer et aboutir à ces innovations. Alors effectivement, on a eu une question dans le chat qui rejoint totalement cette thématique de l'intelligence collective et de l'attitude qui va avec l'intelligence collective. C'est pas juste se mettre autour d'une table et discuter, c'est vraiment être dans l'esprit de l'ouverture. On n'a pas les réponses soi tout seul, on a les réponses en commun. Et on peut aussi avoir des débuts de réponses en commun sans savoir exactement où ça va mener. C'est là qu'est tout l'intérêt, c'est là qu'est toute la plus-value des professionnels du tourisme. C'est effectivement cette attitude d'ouverture et de proposition de valeur, quitte à essayer et quitte à prendre le risque que ça ne marche pas autant qu'on le souhaiterait. La construction prend du temps, la valeur du temps est super importante. Et moi, je rajouterais aussi quelque chose qui me paraît complètement essentiel, c'est le feedback. Donc là, on n'est plus sur l'expérience client après. Je pense que ça sera très largement traité sur cette thématique de webinaire. Mais pour moi, c'est complètement important d'inclure dans toute la démarche de proposition de produits innovants le feedback. Le feedback de la clientèle, bien sûr, en particulier quand ils ont vécu des trucs à destination, mais aussi pour moi, c'est très important, et ça, on ne le mentionne peut-être pas assez, le feedback des communautés locales, ceux qui habitent là-bas, qui sont à destination, qui nous voient faire et qui ensuite vivent les conséquences de notre visite. Ça, c'est hyper important et ça fait partie du care. Ça fait partie à la fois de l'expérience et du care, pour moi. Oui, alors, tu as raison. Alors, pour rajouter un petit peu, on parlait donc, si j'ai bien compris, de réenchantement, finalement. C'est ça, réenchanter, oui. Comment, voilà. Alors, ça passe, tout à l'heure, Walter le disait de la manière de le faire. Alors, tout à l'heure, tu parlais des grottes de Lascaux, par exemple, pour le virtuel. Moi, je pense à Rewild aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en train de créer des parcs animaliers, justement, virtuels, qui sont des refuges également. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le digital, aujourd'hui aussi, doit prendre sa place pour réenchanter. Donc, pourquoi pas redécorer nos agences et notamment voilà, mettre des écrans, etc., autant que la technologie, là, pour le coup, elle serve. Donc ça fait partie aussi du réenchantement, aussi par le fait, toujours pareil, de notre expertise, le fait de raconter nos propres expériences, nos anecdotes. Pourquoi pas montrer nos albums photos? Moi, je le fais régulièrement, pour être franche, je montre mes albums. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus vendeur. Juste après, voilà, les clients signent, je vous le dis franchement. Donc, ça marche. Pourquoi pas montrer des vidéos, voilà, je pense que voilà, je pensais à ça, voilà, ça peut être aussi voilà, des petites idées, je suis toujours un peu plus pragmatique, voilà. Et tout à l'heure, j'ai eu une question, alors ça c'est très intéressant, tu en parlais tout à l'heure avec Elsa, justement, en back-office, de la désintermédiation. Je vois qu'il y a Morgane qui nous a posé une question là-dessus. Et désolée, je vais anticiper, je vais répondre parce que c'est vraiment très, 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 très important. Moi, je n'y crois pas. De plus en plus, en fait, justement, ça existe depuis des années, des producteurs de niche, c'est très bien, qui font très bien leur job et qui savent exactement ce qu'ils vendent, etc., et qui n'ont pas ouvert donc la possibilité aux distributeurs pour justement bien gérer de A à Z. Alors, je dis pourquoi pas. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Alors, je vais peut-être choquer, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que justement, c'est à nous, la distribution, de développer notre expertise, de développer nos connaissances pour justement pouvoir vendre ces produits. Et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt pour le faire. Et il y a de plus en plus de formations là-dessus, justement, sur l'écotourisme. Et donc, du coup, le pont, finalement, il doit se faire par la formation, par l'expertise. Si chacun fait… Si on vend des super produits hyper éco-responsables d'un côté, mais que dans la grande distribution, tu ne les mets pas à disposition, pardon, mais je ne vois pas l'intérêt. On continuera du coup à faire du tourisme. Alors quoi, les agences, on doit continuer à vendre des choses, entre guillemets, bas de gamme au niveau écotourisme. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui me révolte, excusez-moi, mais ça m'agace. Pour moi, on doit faire un pont entre la production et la distribution, il est temps. Voilà. Alors, je profite du petit intermède car Walter doit nous quitter. Il a des contraintes. Donc, je voulais vraiment le remercier
pour toute l'inspiration qu'il nous a donnée à la fois sur l'interview et sur le débat. Merci beaucoup, Walter. Il y avait des choses très, très précieuses dans ce que tu as dit. Voilà, donc je te laisse la parole si tu veux nous laisser un dernier petit message avant de partir. Un grand merci à vous de m'avoir permis de participer à ce sujet qui me tient à cœur. Et puis, je vois que vous êtes déjà bien avancé sur votre chemin. Donc, beaucoup d'encouragement et puis une invitation aussi à rester en contact et à poursuivre la réflexion et l'action, surtout, la mise en action concrète quand vous le voudrez, en tout cas si vous le souhaitez. Et bravo pour cette initiative. Merci beaucoup, Walter. Et à très bientôt pour la suite. On ne manquera pas de te recontacter, j'en suis sûre. À bientôt sur les chemins. Merci, Walter. Au revoir. Au revoir. Alors, oui, effectivement, pour revenir à la fameuse histoire de la désintermédiation, pour moi, la désintermédiation ou pas, bon, chacun fera comme il l'entend. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'intelligence collective. C'est-à-dire que chacun a sa plus-value, chacun a sa vérité, chacun a son expérience, chacun a son petit déclic qui, pour moi, a sa pierre, prend toute sa place dans une construction collective. Et les intermédiaires, quels qu'ils soient, s'ils ont tenu aussi longtemps, c'est pas pour rien, c'est parce que ils savent des choses. Pour moi, toutes les voix ont leur importance. C'est pour ça que je pense que effectivement, il faut à la fois sélectionner les partenaires bien engagés, mais sans oublier la voix qu'ils peuvent porter, en fait. Ça serait dommage de se priver d'une compétence. Pour moi, voilà, c'est pas dans le sens de l'intelligence collective. Après, encore une fois, hein, on dit que c'est important de tester. Alors, pourquoi pas tester la désintermédiation, hein, certains le font déjà, voir ce que ça donne, et puis après confronter confronter, j'aime pas ces termes guerriers, mais peut-être discuter sur les expériences qu'on peut en avoir, avec ou sans intermédiaire, mais surtout pour moi, jamais couper le dialogue entre les différents métiers, c'est super important. Et je pense, à titre personnel, ça n'engage que moi, que le secteur du tourisme a particulièrement souffert du cloisonnement et qu'il est grand temps d'en sortir. Ouais, je suis d'accord. Alors effectivement, Christophe met le doigt sur une réalité qui pouvait être perçue comme souffrante, mais qui n'est en fait quelque chose qui est quelque chose de factuel. C'est le rôle de la technologie. La technologie a remplacé, entre guillemets, les intermédiaires d'hier. Pour moi, la technologie, elle remplace des choses qui n'ont pas forcément la plus-value humaine. La plus-value vraiment inspirationnelle, dans l'état d'esprit, dans l'impulsion, c'est pas la technologie qui va changer ça. La technologie, c'est jamais qu'un moyen, c'est un support. On peut l'utiliser de plein de façons. Jusque-là, elle a beaucoup été utilisée pour tout ce qui était mise en relation, alors ok, mais quand on apporte un vrai plus dans la mise en relation, quand il y a une vraie compétence, un vrai message, une vraie valeur, un engagement. Ça, la technologie, peu importe. Hein, la technologie peut nous aider à le véhiculer et c'est important d'en faire bon usage. Mais pour moi, il n'y a pas de question de remplacement. Ce n'est pas un remplacement. C'est une évolution, qu'on perçoit positive ou négative. Bon, désolé, on est encore d'accord, on est tout le temps en général, ça va être souvent le cas avec Elsa. En effet, la technologie, c'est des outils. Alors, je pense que Christophe doit beaucoup parler, bien sûr, d'Internet. C'est vrai qu'il y a 10 ans, Internet a révolutionné notre secteur. Bien entendu, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est encore là, on est encore debout, même après une crise avec le virus, on est encore là, on sera toujours là. Alors, certes, malheureusement, oui, il y en a qui paient les pots cassés. Je ne vais pas vous dire qu'on sera à 100% tous là. On sera, voilà. Mais en tout cas, franchement, avec tous les obstacles qu'on nous a mis entre les séismes, les volcans, tout ce qu'on veut, aujourd'hui, on a encore plus notre place parce qu'en fait, on a une véritable expertise justement par rapport à ça. Il y a une vraie assurance. C'est pas approuvé, donc voilà, encore une fois, comme le dit Elsa, en fait la technologie aujourd'hui elle ne remplace pas l'humain,
et elle va nous aider et elle doit nous aider encore une fois à faire de l'écotourisme, du bon tourisme, du tourisme responsable. Voilà. Oui, tout à fait. Et pour moi, le message que j'ai envie qu'on fasse passer sur ce plateau du Caire, le vivant, le tissu du vivant est interconnecté. On est tous connectés. Toutes les espèces sont connectées dans la nature. L'homme n'est jamais qu'une espèce parmi plus de 11 millions potentiellement, 2 millions qu'on a découvertes. Ici, pour moi, il y a un message majeur. Déjà, on ne connaît que 2 millions d'espèces sur les 11, peut-être beaucoup plus, millions d'espèces qu'il y a dans la nature. On ne connaît pas tout. C'est transposable dans notre secteur de l'industrie touristique. On a quelques réponses, mais on ne connaît pas tout et on va les co-construire ensemble. Et la deuxième inspiration que j'y vois, c'est que chacun dans notre rôle de professionnel, on est tous à une certaine place, distributeurs, producteurs, intermédiaires, support logistique, peu importe. On a notre expérience, on a notre voix. Mais emporter notre voix seule, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça prend beaucoup plus de sens quand on s'entoure d'experts, de personnes inspirantes. Chacun a sa pierre, chacun a sa singularité, et c'est l'ensemble de ces singularités qui crée un tissu efficient et résilient. Et c'est ça qu'on essaye de faire passer aujourd'hui, l'intelligence collective. Après, chacun choisit son mode naturel de fonctionnement, donc que ce soit avec ou sans intermédiaire, encore une fois, on est dans un milieu libre et tout est possible. Toutes les stratégies sont possibles sur un marché, toutes les stratégies d'efficience et de résilience sont disponibles dans la nature. Ça marche exactement de la même manière. Mais pour moi, ne jamais oublier l'interconnexion qu'on a tous, même si on choisit parfois de ne pas explorer certaines voies, même si on choisit une cible de clientèle, même si on ne s'adresse pas à certains clients pour du tourisme de masse, du moins pas pour l'instant. Et après, il y a une deuxième notion pour moi qui est essentielle, c'est la temporalité. La question du temps est complètement essentielle. Il y a des choses qu'on peut résoudre dans le court terme, et il y a des choses qui se mettent en place sur du moyen long terme. Et pour moi, il faut accepter ça. Il faut accepter que même si on est dans une urgence rappelée par les faits, par la réalité, l'urgence climatique, l'urgence ceci, cela, l'urgence économique, ok, mais ne jamais se laisser aveugler par cette notion d'urgence et toujours avoir cette capacité à prendre du recul pour comprendre qu'il y a des choses qui se construisent dans le temps. Et la valeur, elle est quelquefois aussi dans le temps. Il y a des valeurs dans la spontanéité, dans l'échange, dans le partage, dans la vivacité, dans l'étincelle, et il y a des valeurs dans le temps. Voilà. Donc moi, ça, c'est les messages que j'ai envie de faire passer. Et je vais laisser la parole à Nathalie pour le mot de la fin de ce passionnant webinaire. Oui, passionnant, effectivement. Voilà, ça fait beaucoup écho à ce que moi, de mon côté, je peux vivre et au fait que j'ai intégré Respire au tout début de sa genèse. Voilà, c'est des sujets qui tiennent à cœur à beaucoup. Je suis ravie de voir qu'il y a quand même eu un peu de public aujourd'hui, même si je reste persuadée qu'il va falloir diffuser ce live après en visio post-lecture parce que c'est indispensable et on doit le faire savoir parce que oui, on fait partie de... Nous, humains, hommes, on fait partie de tout ce qui existe, mais on sera les premiers à disparaître si on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on sait très bien que la nature elle a beaucoup plus de régénération que nous, que ce soit dans le vivant en général. Donc, si on n'en prend pas soin aujourd'hui, demain, c'est nous qui allons disparaître. Hein. Donc, et puis, faire comprendre ça à nos enfants, aux générations qui viennent, ça doit passer par véhiculer aussi le message aux voyageurs qu'on envoie à droite, à gauche sur la planète. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus voyager n'importe comment. Le voyage doit avoir du sens. On doit, nous, être inspirants. On doit s'entraider les uns les autres. Effectivement, le travail collaboratif est important. Je vous invite effectivement tous à suivre les différentes visios et webinaires de Respire, parce que entre ce qui a déjà été fait et ce qui va venir après, il y a une vraie émulation générale. Donc, tout est lié. On l'a bien vu aujourd'hui avec les appréciations qui ont été mises dans le chat. Tout est lié. C'est imbriqué l'un dans l'autre. Donc, à nous de porter ces couleurs haut et fort. Si on y croit, comme dit Fabio, ensemble, on est plus fort. Donc, maintenant, à nous de jouer. Et puis, merci Eric d'avoir remis le lien pour le replay sur la chaîne YouTube.
Merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Et puis, on reste le groupe CARE de toute manière à votre disposition. Hein, une belle pensée à Véro quand même, qui nous suit de loin. Et puis, merci pour ce travail à tous ceux qui l'ont fait. Et moi, je n'ai plus qu'un mot à vous dire, c'est suivez-nous sur Respire et à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute.